Un homme valant 80 milliards de dollars, capable d'acheter un pâté de maison entier, entre dans un dîner graisseux, vêtu d'une veste de friperie trouée au coude. Il s'assoit dans une banquette en sky déchirée et commande la chose la moins chère du menu. 2 œufs et un café noir. La serveuse, noyée sous les dettes médicales et en train de faire un double service, ne le regarde pas avec dégoût, mais avec une simple gentillesse fatiguée. Mais quand un client fortuné tente d'humilier cet homme pauvre, sa réaction déclenche une chaîne d'événements qui va changer leur vie et toute la ville à jamais. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un riche déguisé, c'est l'histoire de ce qui se passe quand le vrai caractère est enfin vu. L'air de la salle de réunion du 90e étage de Garrick Global Holdings était si stérile qu'on aurait dit qu'il avait été mis sous vide. Edward Garrick, un homme dont la fortune fluctuait avec les marchés mondiaux, mais restait toujours au-dessus de 80 milliards de dollars, regardait par l'immense baie vitrée. En contrebas, New York s'étalait comme une carte électronique, un réseau complexe de lumière et de vie qu'il possédait sans les comprendre. L'image est mauvaise, déclara Edward Lawrence Bishop, son directeur général et rival de toujours, d'une voix lisse et tranchante. La chronique du Sentinelle ce matin vous appelle le roi ermite de Manhattan. Il vous dépeigne comme déconnecté. Un dragon assis sur son tas d'or, totalement détaché des gens qui utilisent réellement nos produits et vivent dans nos immeubles. Edward ne se retourna pas. Le Sentinelle est un torchon, Lawrence. Je me fiche de l'image. Je me soucie des projections du 4e trimestre. Et le conseil d'administration se soucie du cours de l'action qui est lié à la perception publique. Rétorqua Lawrence en se penchant en avant. Il vous voit dans votre tour, approuver des acquisitions et des fermetures, sans jamais voir les visages des gens touchés. Ce nouveau projet de rénovation urbaine, il déplace des milliers de personnes. Il nous faut du positif en matière de communication. Que proposez-vous? Que j'aille embrasser quelques bébés à l'inauguration d'un refuge? Railla Edward en se tournant enfin. Son costume gris anthracite coûtait plus cher qu'une voiture moyenne. Lawrence sourit, un éclat prédateur dans le regard. Non, quelque chose de plus immersif. Je vous propose un pari, Edward. Un défi, si vous préférez. Je ne parie pas. Considérez-le alors comme une étude de marché indispensable. Pendant une semaine, 7 jours, vous vivrez comme eux. Aucun accès à vos comptes, vos voitures, votre nom. On vous loue une chambre dans une auberge de jeunesse du quartier des Entrepôts, un téléphone jetable et 300 $ en liquide. C'est tout. Voyons si le roi ermite peut survivre parmi les gens ordinaires. Edward allait balayer l'idée d'un revers de main, une pitrerie infantile. Quand il croisa le regard de Lawrence, une certitude arrogante qu'il en serait incapable. Qu'il était trop mou, trop distant, trop royal pour affronter la réalité. Le défi n'avait rien à voir avec les relations publiques. Lawrence testait sa solidité. D'accord, lâcha Edward d'une voix dangereusement basse. Une semaine. Mais à mon retour, Lawrence, le comité de dépassement budgétaire du projet de rénovation urbaine, Suki, vous le dirigerez vous-même sur le terrain. Le sourire de Lawrence vacilla, mais il hocha la tête. Marché conclu. 2 jours plus tard, Edward Garrick avait disparu. À sa place, Ed, un homme qui semblait avoir été mâché puis recraché par la ville. Son déguisement était d'une simplicité douloureuse, une chemise de flanelle usée, achetée en friperie, un jean délavé aux genoux, des bottes de travail éraflées. Il ne s'était pas rasé depuis 2 jours. La barbe grise naissante le faisait moins ressembler à un milliardaire qu'à un type à une étape du métro comme lit. Les 300 $ fondaient plus vite que prévu. La chambre d'auberge était une boîte exiguë et bruyante qui sentait le moisi. Pendant 48 heures, il avait marché dans les rues, invisible. On ne l'ignorait pas simplement, on le traversait du regard. Son pouvoir, son nom, sa présence même, tout avait été dépouillé par une chemise bon marché. Il avait faim. Pas la faim polie, je devrais programmer un déjeuner, à laquelle il était habitué, mais un creux lancinant dans l'estomac. Il lui restait 40 $ pour 5 jours. Il se retrouva devant le Blue Plate Dinner, une relique longue et étroite coincée entre un sex shop et une laverie. L'enseigne clignotait, le U, comme de Ballon Plate, grésillait. Les vitres étaient embuées. Ça sentait la friture, le café froid et l'eau de javel industrielle. Il poussa la porte.
Une clochette tinta. Le dîner était réel. Tout ce que sa salle de réunion n'était pas. Le sky des banquettes était fendu, laissant voir la mousse jaune. Le carrelage damier était usé jusqu'à la trame. Un long comptoir courait le long du mur. Quelques habitués y serrèrent leurs tasses. Dans l'air, crépitement de poêle, bruit de vaisselle et une radio crachotante qui passait une chanson oubliée des années 80. Il se glissa dans une banquette près de la fenêtre. Le siège était froid. Une dizaine de regards le balayèrent, l'évaluèrent, le rejetèrent. Il faisait partie du décor abîmé. Une serveuse apparut. Elle semblait épuisée. Cheveux noirs, tirés en queue de cheval sévère. Cernes violacées sous les yeux. Mais son uniforme, robe bleu clair et tablier blanc, était impeccable. Son badge, légèrement de travers, indiquait « Bethany ». « Café » demanda-t-elle. Sa voix n'était ni joyeuse ni pétillante. Juste plate, professionnelle, épuisée. « Noir, s'il vous plaît », répondit Ed. Sa propre voix lui parut rauque. Elle revint aussitôt, une grosse tasse marron ébréchée dans une main, la cafetière dans l'autre. Elle versa sans un mot, glissa un menu plastifié sur la table et passa au box suivant. Ed l'observa. Elle se déplaçait avec une efficacité presque hypnotique. Débarrasser, remplir les cafés, prendre la commande d'une équipe de chantier, tout en gestes minimaux, sans perte d'énergie. Il ouvrit le menu. Les prix semblaient d'un autre temps. Il chercha le plat le moins cher qui puisse passer pour un repas. Il le trouva dans la rubrique « Basique » toute la journée. 2 œufs, au choix, sans accompagnement, $3,50. Quand Bethany revint, carnet en main, il ne leva pas les yeux. Il désigna simplement le menu. Juste les 2 œufs, plats et le café. Il se prépara au soupir, au regard de pitié ou de mépris. Après tout, il occupait une banquette précieuse pour une commande à $3,50. Bethany nota simplement « Ça arrive tout de suite ». Elle accrocha la commande à la roue tournante pour le cuisinier et repartit avec la cafetière. Edward Garrick la regarda s'éloigner. Elle ne l'avait pas jugé, pas moqué, rien, elle l'avait traité comme un client. Dans son état actuel, cela ressemblait à un acte de dignité profonde. Il en serra la tasse chaude et amère de ses mains froides et, pour la première fois de la semaine, sentit une étrange et inhabituelle chaleur humaine. Ed sirotait son café en attendant son maigre petit déjeuner. Le dîner se remplissait avec la cohue du matin. Le niveau sonore montait, fourchettes qui s'entrechoquent, salutations bourrues, crépitements incessants de la cuisine. Bethany naviguait au milieu comme un requin, vitesse et efficacité. Visage fermé à toute émotion, autre qu'une politesse neutre. La clochette retentit à nouveau, suivie cette fois d'un éclat de rire bruyant et prétentieux. Un homme et une femme entrèrent en réclamant l'attention. L'homme, la trentaine finissante, portait un costume un peu trop brillant et une montre ostentatoire. Cheveux gominés, démarche d'un commercial moyen qui vient de conclure une affaire et se croit arrivé. La femme, Tiffany, était couverte de logos. Son parfum perçait l'odeur de bacon frit. « Mitch, mon pote !» lança l'homme, en apercevant le patron derrière la caisse. Mitch, la cinquantaine stressée, soupira et indiqua une table du bout de son stylo. « Salut, Chad. Il y a une banquette propre au fond. »« Non, on prend celle-ci !» déclara Chad, en désignant la banquette juste en face d'Ed. Ils s'y installèrent. Bethany fut là en une seconde, verre d'eau en main. « Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers ?» Chad ne la regarda même pas, trop occupé à impressionner Tiffany. « Ouais. Café. Et je veux le Lumberjack Slam, bacon en extra. En extra, hein. Et dis au cuistot de pas le cramer comme la dernière fois. Elle prendra. »« T'as choisi, chérie ?»« L'avocado toast ?»« Non. En fait, le Healthy Start Omelette avec un bol de fruits en accompagnement. » dit Tiffany en refermant le menu d'un coup sec. « Très bien. Dans ta Bethany. Et de café, un Lumberjack Bacon Extra, un Healthy Start Omelette. » Au moment où elle tournait les talons, le cuisinier posa une assiette dans le passe-plat avec un claquement. « Commande. »« 2 œufs, trop ensoleillés !» Bethany prit l'assiette, petite, blanche, contenant seulement 2 œufs au plat parfaitement cuits et luisants, et la déposa doucement devant Ed. « Voilà, monsieur. » Ed murmura un « merci ». Ce simple échange, discret et calme, sembla mettre Chad hors de lui. Il observait Ed avec un rictus pendant que celui-ci prenait sa fourchette. « Sérieux ?» lança Chad assez fort pour que tout le dîner entende.
Ed se figea, fourchette à mi-chemin, Bethany se raidit. « Pardon ?» demanda Ed. « J'ai dit, sérieux ?» répéta Chad en montrant Ed du pouce. « Tu viens dans un dîner, tu prends une banquette entière et tu commandes 2 œufs. Juste 2 œufs. T'économises pour pouvoir t'offrir une tartine après ?» Tiffany gloussa. Ed sentit une vague de honte et de colère lui monter au cou. Dans son monde, les insultes étaient ciselées et murmurées dans des salles de conseil. Pas hurlées dans un resto populaire. Il n'avait pas de protocole pour ça. Je voulais juste des œufs, répondit-il d'une voix faible. Ouais, certains d'entre nous sont là pour prendre un vrai petit déjeuner, mon vieux. Il ricana Chad. Les gens comme toi, ça fait du tort au commerce. Mais ça prend de la place gratuitement. Mitch devrait instaurer un minimum de consommation. Avant même qu'Ed puisse digérer l'humiliation, Bethany s'interposa physiquement entre les 2 banquettes. Elle ne regardait pas Ed, son regard était riveté sur Chad. « Monsieur », dit-elle, et sa voix n'avait plus rien de plat. Elle était froide et dure comme l'acier. Nous n'avons pas de minimum de consommation. Tous nos clients sont les bienvenus ici, peu importe ce qu'ils commandent. Chad parut d'abord surpris, puis agacé. « Et je disais juste ça comme ça. C'est pathétique. » « Non, » répondit Bethany en baissant encore la voix, obligeant Chad et Tiffany à se pencher pour l'entendre. « Ce qui est pathétique, c'est un homme adulte qui a besoin d'insulter un inconnu pour se sentir grand devant sa copine. Et moi, c'est un client qui paie exactement comme vous. J'ai pris votre commande. Vous désirez autre chose ?» La façon dont elle prononça « autre chose » rendait parfaitement clair qu'il s'agissait d'un congé, pas d'une proposition. Le visage de Chad vira au rouge tacheté. Il avait l'habitude d'être la personne la plus bruyante de la pièce. « Pourquoi tu le défends, lui ?»« C'est un clochard, regarde-le. »« Je défends mon client ?» répliqua Bethany sans ciller. « Et je vous demande, en tant qu'autre client, de respecter tout le monde dans ce dîner. Ou je peux demander à Mitch de vous trouver une autre table, peut-être près de la porte des cuisines. » La menace était limpide. Tiffany recula même légèrement, l'air gêné. Chad, voyant qu'il avait perdu la main, se contenta de ricaner et de chasser l'air d'un geste. « Peu importe, c'est bon. Apporte-moi juste mon café, ma jolie. » Et m'essaie de ne pas cracher dedans. « Je ne ferai jamais ça, » répondit Bethany, le masque professionnel glissant à nouveau sur son visage. « Votre café arrive tout de suite. » Elle tourna les talons et s'éloigna. Tout l'échange avait duré moins de 90 secondes. Ed fixait ses 2 œufs. Il était secoué. Lui, Edward Garrick, venait d'être défendu par une serveuse qu'il n'avait jamais vue avant. Elle ne l'avait pas fait pour un pourboire, elle n'en attendait clairement aucun de sa part. Elle ne l'avait pas fait parce qu'elle le connaissait. Elle l'avait fait parce que c'était la chose juste à faire. Par principe. Il l'observa reprendre son travail, servir le café à Chad et Tiffany comme si de rien n'était. Elle était efficace. Elle était épuisée. Et à cet instant, elle était la personne la plus impressionnante qu'Edward Garrick ait croisée depuis 10 ans. Il mangea ses œufs lentement. Ce n'étaient que des œufs, mais ils avaient le goût d'une révélation. Il regarda à nouveau la serveuse. Vraiment, Bethany. Il n'oublierait pas ce nom. Quand il eut fini, il laissa $20 sur la table pour un repas à 3,50 $ et 2 cafés. Il sortit avant qu'elle puisse le voir, la petite clochette tintant derrière lui. Il avait beaucoup à penser. La semaine d'Edward dans la rue était censée être un défi de survie. Elle se transformait rapidement en éducation. Il n'arrivait pas à chasser le dîner ni la serveuse de son esprit. Il revint le lendemain, puis le surlendemain. Pour la première fois de sa vie, il devint un habitué. Il s'installait toujours à la même banquette, commandait toujours la même chose, café noir. Parfois, il ajoutait une tranche de pain grillé sec. Il était Ed, l'homme discret dans le coin, et il se fondait dans le papier peintusé. De ce poste d'observation, il commença à voir le dîner non plus comme un simple lieu où manger, une ligne sur un budget, mais comme un organisme vivant. Mitch, le patron, en était le cœur stressé et anxieux, S, le cuisinier, les poumons enflammés. Et Bethany était le système circulatoire, elle allait partout, apportait ce dont on avait besoin, maintenait tout en vie. Edward l'observait. Il vit sa patience. Il la vit aider M. Peters, un vieil homme aux mains tremblantes, à lire les plats du jour inscrits sur le tableau blanc.
Elle ne se contentait pas de les lui énoncer. Elle se penchait tout près et disait « Le pain de viande est vraiment bon aujourd'hui, monsieur Peters. S l'a fait ce matin, pas d'hier. » Il la vit gérer une jeune maman dont le bambin piquait une crise monumentale, hurlant et jetant ses crayons par terre. Bethany ne fronça pas les sourcils. Elle s'approcha, s'agenouilla et tendit à l'enfant un petit verre avec une cerise au marasquin et une paille. « C'est une boisson spéciale de pompier, » dit-elle. L'enfant fut immédiatement distrait. La mère la regarda avec des larmes de gratitude. Mais c'est pendant les creux, ces heures calmes du milieu d'après-midi, qu'Ed apprit le plus. Il restait des heures sur un seul café. Bethany, l'ayant accepté comme partie du décor, vaquait à d'autres occupations. Il la vit derrière le comptoir, dos au reste du dîner. Un énorme manuel ouvert devant elle. Il plissa les yeux. Ce n'était pas un prospectus de cours du soir. C'était un manuel avancé de finances d'entreprise. Un après-midi, il la vit au téléphone public près des toilettes, le dos raide. Il n'entendit que sa partie de la conversation, voix basse et tendue. « Maman, s'il te plaît, ne discute pas. Il faut absolument renouveler l'ordonnance. Non, je me fiche de ce qu'a dit le docteur Howell sur le prix. Parce qu'on va trouver une solution. Je vais trouver. Non, mes services vont bien. Mitch m'en donne un supplémentaire samedi. Oui, je mange. Je vais bien. » Elle raccrocha et posa son front contre le mur pendant 10 bonnes secondes, les yeux fermés. Ed la vit inspirer profondément, un souffle tremblant, puis se ressaisir. Elle se redressa, lissa son tablier et retourna en salle, le masque professionnel bien en place. « Encore un peu de café, monsieur Peters ?» Les pièces du puzzle s'assemblèrent, l'épuisement, le manuel de finances, le besoin désespéré de services supplémentaires. Elle n'était pas seulement serveuse. Elle était aidante familiale, étudiante et soutien de famille, tout ça dans un seul corps de jeune femme épuisée. Le même jour, un peu plus tard, Ed réglait son café au comptoir. Mitch encaissait. Bethany sortait, son service terminé. Elle avait troqué l'uniforme contre un jean et un sweat, un sac à dos lourd sur l'épaule. « À demain, Mitch !»« Attends, Bess !» lança Mitch en terminant avec Ed. « T'as une minute ?» Elle soupira, ajustant le poids du sac. « Oui, quoi ?» « Le prêt bancaire. Ils ont refusé l'ultime recours. Ils appellent la dette. » Le visage de Bethany devint livide. Plus pâle et terrifié qu'Ed ne l'avait jamais vu. « Quoi ?»« Qu'est-ce que c'est ce que ça veut dire ?»« Ça veut dire qu'on a 30 jours, » répondit Mitch d'une voix brisée. 30 jours pour rembourser le ballon de $50 000. Où ils saisissent. 50 000 ? La voix de Bethany n'était plus qu'un couinement. « C'est tout le pâté de maison !» expliqua Mitch en désignant vaguement l'extérieur. « Les taxes ont triplé. Ce nouveau promoteur, cette société GGH, rachète tout. Il nous étrangle. La banque sait que le terrain vaut plus que le dîner. Il préfère qu'on fasse défaut pour pouvoir revendre le lot au promoteur. » Le sang d'Ed se glaça. GGH, Garrick Global Holdings, son projet de rénovation urbaine, le bébé de Laurence. Le dîner ne faisait pas simplement faillite. C'était sa propre entreprise qui pointait l'arme sur la tempe du Blue Plate. La banque n'agissait pas seule. Garrick Global possédait probablement la dette de la banque, où était le promoteur avec qui elle collaborait. « Mitch, on ne peut pas... » murmura Bethany, les yeux affolés. « Cet endroit, c'est toute ta vie. C'est mon boulot. Celui de... » « Je sais, petite, » répondit Mitch en se frottant le visage. « Je sais plus quoi faire. J'ai plus rien à mettre en gage. » Bethany fixa le sol. Le lourd manuel de finances dans son sac semblait soudain cruellement ironique. Elle releva la tête, les yeux durs. « Non, on se bat. On va organiser une collecte. Une soirée. Sauvons le Blue Plate !» On appelle le sentinelle. « Une collecte pour $50 000 ?» répéta Mitch, abattu. « On serait déjà content d'en récolter 5. » « C'est mieux que rien, Mitch. Il faut essayer. » Elle tourna les talons et sortit presque en courant, la clochette tintant violemment. Ed resta planté près de la caisse, son café à $2 totalement oublié. Il n'était plus un simple observateur. Il était impliqué. Son expérience, son pari stupide et arrogant avec Laurence, venait de percuter la réalité de plein fouet. Et cette réalité s'appelait Bethany, sa mère malade, son manuel de finances, et les $50 000 de dette dont sa propre entreprise était responsable. Il quitta le dîner, passant devant le sex shop et la laverie. Il était Edward Garrick, le roi ermite.
et il venait de découvrir que son royaume était bâti sur les ruines de lieux comme le Blue Plate et sur le dos de gens comme Bethany. Le lendemain, l'atmosphère du dîner était lourde d'une angoisse silencieuse et toxique. Les habitués, M. Peters, l'équipe de chantier, le sentaient. Mitch n'était plus seulement stressé, il avait l'air brisé. Bethany fonctionnait à l'énergie nerveuse pure. Elle restait polie, efficace. Mais son sourire était une couche de peinture fragile. Ed était à sa banquette habituelle, sirotant son café. Il se sentait comme un espion, un traître parmi eux. Il connaissait leur sort, et il en était l'architecte. Vers 11 heures, la clochette retentit. Cette fois, ce n'était pas un client. Un homme en costume à $1000 entra, tout en lignes épurées et surface polie. Une lame moderne et tranchante dans ce dîner usé et doux. Il tenait un porte-documents en cuir. Ed le reconnut immédiatement. Il en employait des milliers comme lui. Un requin. L'homme ignora le panneau « Veuillez attendre qu'on vous place » et se dirigea droit vers le comptoir où Mitch comptait les reçus. « Mitchell Turner » demanda-t-il d'une voix lisse mais chargée de condescendance implicite. « C'est moi » et me répondit Mitch, méfiant. « Martin Henderson » annonça l'homme sans tendre la main, en posant simplement une carte de visite sur le comptoir. « Je représente la division de redéveloppement urbain de Garrick Global Holdings. » L'estomac d'Ed se noua. Un des hommes de Lawrence.Bethany, qui remplissait les sucriers, se figea. Sa tête se releva brusquement. « Je pense que vous savez pourquoi je suis là. » Et poursuivit Henderson en ouvrant son porte-documents. « La dette bancaire. Comme vous le savez, elle a été appelée. Et depuis ce matin, GGH en a fait l'acquisition. Vous avez racheté notre dette ?» balbutia Mitch. « Exactement » me répondit Henderson avec un petit sourire dédaigneux. « Cela simplifie les choses. Vous avez désormais 2 options. Option A, vous réglez les $50 000 plus nos frais d'acquisition sous. » Il consulta sa montre, un Rolex en or. 48 heures ou option B que je vous recommande vivement. Il vit glisser une liasse de documents sur le comptoir. « Signez ça. Cela transfère l'acte de propriété à GGH. Nous effaçons la dette et, par geste de bonne volonté, nous vous versons $5000 pour vos frais de déménagement. Vous libérez les lieux au premier du mois, $5000 ?» La voix de Mitch n'était plus qu'un murmure étranglé. « Cet endroit vaut 10 fois ça. Bien que le matériel... » « Votre matériel a 20 ans, Monsieur Turner. Votre fonds de commerce n'existe plus. Vos comptes sont catastrophiques. Nous n'achetons pas votre dîner. Nous achetons le terrain sur lequel il est posé. Les $5000, c'est un cadeau. Je vous conseille de l'accepter. » C'est à ce moment-là que Bethany bougea. Elle posa les sucriers avec un claquement sec et marcha droit sur Henderson. Ed l'avait déjà vu affronter Chad. C'était différent. Chad était un tyran de cour de récréation. Henderson était un bourreau. « Vous ne pouvez pas faire ça !» lança-t-elle, la voix tremblante mais pleine de rage. Henderson daigna enfin la regarder. Il la détailla de haut en bas, le tablier, les chaussures pratiques, la queue de cheval, et la congédia d'un regard. « Je ne crois pas m'adresser à vous, ma petite. »« Elle s'appelle Bethany, » dit Ed, sa propre voix le surprit. Elle était calme, mais elle trancha le silence du dîner comme une lame. Henderson, Mitch et Bethany se tournèrent tous vers lui. Ed, le clochard de la banquette du fond. Henderson haussa un sourcil parfaitement épilé. « Je vous demande pardon ?»« J'ai dit, elle s'appelle Bethany, » répéta Ed en se levant lentement. Il sentit soudain la misère de ses vêtements, la démangeaison de sa barbe de 3 jours. « Et elle vous a posé une question. Comment pouvez-vous faire ça ?» Henderson eut un petit rire surpris. « Et vous êtes qui, vous? La couleur locale ?» « Rasseyez-vous, Pepper. C'est des affaires. C'est au-dessus de votre niveau de vie. »« C'est un client, » répliqua Bethany, les yeux toujours rivés sur Henderson. « Et il a raison. C'est la vie de Mitch, ma vie. Celle de S. Vous mettez des gens à la rue pour... Pourquoi? Une nouvelle tour de verre? Une nouvelle banque. On appelle ça le progrès, fillette. » me répondit Henderson, la patience épuisée. « Tout ce pâté de maison va être rasé. Nous construisons un nouveau centre commercial mixte. Ça va créer de vrais emplois, pas ça. » Il balaya le dîner d'un geste dédaigneux. « Cet endroit est une relique. Il est temps qu'il meure. »« Ce n'est pas une relique !»« C'est une maison ?» rétorqua Bethany. «
Monsieur Peters mange ici tous les jours depuis 30 ans. Ces hommes-là. Elle montra l'équipe de chantier qui suivait la scène, tendue, n'ont nulle part ailleurs où prendre un déjeuner chaud qu'ils peuvent se payer. Vous ne démolissez pas un bâtiment. Vous démolissez une communauté. C'est un très joli sentiment, très naïf, me répondit Henderson en se retournant vers Mitch. Mais ça ne paie pas les factures. Mitch, l'horloge tourne. Vous avez 48 heures pour vous décider. L'offre des 5 000 $ n'est valable qu'aujourd'hui. Si je franchis cette porte, elle disparaît. Demain, on prend simplement le bâtiment. Mitch regarda les documents, la main tremblante. Il regarda Bethany, les yeux pleins de défaite. Il regarda S, figé dans la fenêtre de passe-plat, spatule à la main. « Sortez !» murmura Mitch. « Quoi ?» fit Henderson. « Sortez de mon dîner !» répéta Mitch, plus fort. Il repoussa les papiers sur le comptoir. « Sortez !» Henderson le fixa sincèrement choqué. Il s'attendait à un homme brisé. Il en avait un, mais qui gardait une dernière étincelle de défi. Il ramassa lentement, délibérément ses documents. « Très bien, » dit-il d'une voix glaciale. « Vous venez de commettre une terrible, terrible erreur. Nous lançons immédiatement la procédure de saisie. Vous, votre cuisinier et votre petite serveuse hystérique serez à la rue lundi. Bonne journée !» Il tourna les talons et sortit, la clochette sonnant comme une moquerie derrière lui. Le dîner plongea dans un silence de mort. Bethany restait figée, la poitrine haletante. Mitch s'effondra sur un tabouret, prit sa tête entre ses mains et, pour la première fois, pleura ouvertement. Ed se rassit dans sa banquette. Une rage froide, précise, qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, l'envahit. Ce n'était pas des affaires. C'était un braquage. Et Martin Henderson, son employé, venait de menacer un homme bon et d'insulter la seule personne qui lui avait témoigné de la gentillesse. Le projet de rénovation urbaine de Lawrence n'était pas seulement une mauvaise image. Il était pourri jusqu'à l'os. Son expérience était terminée. Il était temps qu'Edward Garrick revienne. Le reste de la journée fut un brouillard de désespoir silencieux. Le Blue Plate Dinner ressemblait à une chambre mortuaire. Monsieur Peters entra, vit le visage de Mitch et mangea son pain de viande sans un mot. L'équipe de chantier était muette. Bethany se déplaçait comme un fantôme, le visage blême, son manuel totalement oublié. Ed resta. Il ne pouvait pas partir. Il commanda café sur café. Il la regarda essuyer mécaniquement le comptoir, les yeux rougis et gonflés. Finalement, il se leva et s'approcha d'elle. Bethany. Elle sursauta. « Oh, Ed, désolé, vous avez besoin de quelque chose ?» J'ai entendu ce que cet homme a dit. « Pour tout ?» Elle eut un rire amer, tranchant. « Ouais, eh ben, le progrès, hein ? Les petits se font toujours écraser. » Elle claqua un salière sur le comptoir. « Je sais pas quoi faire. Je lis ce manuel tous les soirs. Finance d'entreprise. J'essaie d'apprendre leur langue, de construire quelque chose, et eux, ils prennent tout avec un bout de papier. « Qu'est-ce que vous feriez ?» demanda Ed à voix basse. « Quoi ? Si vous pouviez faire quelque chose. Si vous aviez, je sais pas, du pouvoir, de l'argent, qu'est-ce que vous feriez ?» Bethany arrêta d'essuyer. Elle s'appuya sur le comptoir, fixant le formica usé. « Je sauverai cet endroit. Pas juste pour moi, pour Mitch. Il m'a embauché quand personne ne voulait. Quand maman est tombée malade la première fois, il me laisse étudier, ici. C'est un homme bien. Il ne mérite pas ça. » Elle regarda autour d'elle. « On ne sait pas que Mitch, c'est Monsieur Peters. C'est Maes, il a 2 gosses. C'est pas juste un bilan comptable. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. C'est ça que ce vautour d'Henderson ne comprend pas. C'est un lieu. Un vrai lieu. On ne peut pas mettre un prix là-dessus. » Elle le regarda enfin, les yeux scrutateurs. « Et vous, Ed? Votre rêve, c'est quoi? Si vous n'êtes pas juste. Là, vous feriez quoi ?» La question le prit au dépourvu. Personne ne la lui avait posée depuis 30 ans. « Je sais plus, » répondit-il. C'était la phrase la plus honnête qu'il ait prononcée de toute la semaine. « Je crois que j'aimerais construire quelque chose qui dure. Quelque chose qui compte plus qu'un cours de bourse. » Elle lui adressa un petit sourire triste. « Ouais, ça sonne bien. » Soudain, la porte du dîner s'ouvrit violemment, la clochette hurlant. Chad, le commercial arrogant de l'autre jour, seul cette fois et l'air contrarié. « Hé, serveuse !» aboya-t-il en se laissant tomber dans sa banquette habituelle.
café et une carte. Émagnez-vous, je suis en retard pour un client. Les épaules de Bethany s'affaissèrent. Elle prit une tasse et un menu. Tout de suite, monsieur, c'est Chad, corrigea-t-il sèchement. Elle versa le café. En se retournant, Chad remarqua Ed debout au comptoir. Toi encore? Ricana-t-il en le détaillant. Quoi, t'es le nouveau plongeur maintenant? Ou t'es juste collé au comptoir? Toujours en train de faire durer tes 2 œufs de mardi? Bethany, qui s'éloignait, s'arrêta net. Laissez-le tranquille, Chad, me dit-elle, la voix tremblante de toute la rage accumulée de la journée. Je suis pas d'humeur. Pas aujourd'hui! Ouh, la rebelle! Se moqua Chad. Qu'est-ce qui va pas? Ton copain Clodo te pose problème? Il regarda Ced à nouveau. Tu sais, mec, c'est vraiment triste de pomper une fille qui bosse dur comme ça. Va donc dans un foyer. Arrête de puer l'endroit. C'était le moment Ed avait vu Bethany le défendre quand elle était simplement fatiguée. Il allait maintenant voir ce qu'elle faisait quand elle était brisée. Bethany pivota. Au lieu d'aller à la table de Chad, elle se dirigea droit vers la porte d'entrée. Elle la déverrouilla et l'ouvrit en grand. L'air froid d'octobre s'engouffra. Dehors, dit-elle. Chad la regarda, bouche bée. Tu viens de me dire quoi? J'ai dit dehors, répéta-t-elle, la voix claire, absolue. Vous êtes définitivement interdit de séjour. Vous avez insulté nos clients. Vous m'avez insulté. Et vous êtes un être humain minable. On ne veut pas de votre argent. Partez. Tu peux pas me virer. Balbutia Chad en se levant. Je suis un client payant. Je vais te faire virer. Je vais parler à Mitch. Mitch! Cria Bethany sans quitter Chad des yeux. Mitch sortit en titubant du bureau, les yeux injectés de sang. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je refuse de servir cet homme, et déclara Bethany en le montrant du doigt. Il harcèle un autre client et moi. Je veux qu'il parte. Vous me soutenez? Mitch regarda Chad, rouge d'indignation. Il regarda Bethany, droite comme une statue, la main sur la porte. Il regarda Ed, l'homme discret qui était la cible des insultes. Mitch alla au comptoir, prit le téléphone et commença à composer un numéro. Oui, je la soutiens. Monsieur, vous partez de vous-même ou vous expliquez ça à la police. À vous de choisir. Le visage de Chad passa du rouge au blanc. C'était un tyran et on venait de l'appeler. C'est ridicule. De toute façon, c'est une décharge ici. Vous allez entendre parler de mon avocat? Super, répondit Bethany. Dites-lui d'envoyer ses courriers vite. Cette décharge ne sera peut-être plus là la semaine prochaine. Grâce à des gens qui croient posséder le monde. Chad attrapa son manteau, jeta $2 sur la table pour le café qu'il n'avait pas bu et sortit en furie, bousculant Bethany au passage. Elle claqua la porte derrière lui et la verrouilla. Elle retourna l'écriteau ouvert sur fermé. Alors qu'il n'était même pas encore 15 heures, le dîner retomba dans le silence. Bethany, commença Mitch abasourdi. Tu n'aurais pas dû. Si, je devais, répondit-elle, la voix tremblante. Si on coule, Mitch, on coulera avec un peu de dignité. On ne sera pas le punching ball de riches abrutis. Pas tant que je serai là. Elle s'appuya contre la porte, l'adrénaline retombant enfin. Elle glissa le long du mur et s'assit par terre, le visage enfoui dans les mains. Mon Dieu, Mitch, je crois que je viens de nous faire perdre un client. C'est pas grave, petite. C'est pas grave. C'était un con de toute façon. Mitch alla simplement s'asseoir par terre à côté d'elle. Ed les regarda. Le patron brisé et sa serveuse au cœur de lion, assis sur le carrelage de leur dîner condamné. Il avait vu sa gentillesse. Il avait vu sa colère. Il avait vu sa dignité. Il en avait assez vu. Il se dirigea vers la porte. Bethany leva les yeux, le visage strié de larmes. « Merci pour ça », dit Ed d'une voix rauque. « On protège les nôtres, Ed », murmura-t-elle. « Oui, vous le faites. » Il déverrouilla la porte et sortit. Il ne rentra pas à l'auberge. Il marcha 3 pâtés de maison, tourna au coin de la rue et aperçut une berline noire qui tournait au ralenti. Elle l'attendait 24h24 depuis une semaine entière. Il tapa à la vitre. Son garde du corps, Robert, qui ne l'avait jamais vu dans cet état, le regarda, bouche bée. « Monsieur Garrick. » Ed ouvrit la portière arrière et se glissa à l'intérieur. L'odeur du cuir luxueux et de l'air conditionné stérilisé lui fit un choc. « Ramenez-moi à la maison, Robert, » dit Edward.
Et passez-moi Lawrence Bishop au téléphone. Tout de suite. Le lendemain matin, le ciel était d'un gris plat et impitoyable. Il était 10 heures. Dans le Blue Plate Dinner, l'ambiance était funèbre. Mitch et Bethany étaient là. S était en cuisine, mais il ne cuisinait pas. Il n'y avait aucun client. Mitch avait verrouillé la porte. Ils attendaient que le délai de 48 heures expire. Ils attendirent la fin. J'ai appelé le sentinelle, et dit Bethany en sirotant un café froid. Ils ont dit qu'ils verraient, ce qui veut dire non. J'ai appelé mon cousin l'avocat. Ajouta Mitch. Il a dit, on est vraiment dans la merde. Citation verbatim, un coup sec et autoritaire retentit contre la porte vitrée. C'est lui, murmura Mitch, le visage blême. Bethany se leva, la mâchoire crispée. Laissez-le entrer. On va l'affronter. Mitch alla déverrouiller. Martin Henderson entra. Un sourire suffisant et satisfait aux lèvres. Il tenait son porte-document en cuir. Bonjour. Je vois que vous avez décidé d'être raisonnable. J'ai les papiers de rupture juste ici. 5 000 $ comme promis. Signez là et vos affaires seront vidées d'ici. On ne signe rien, coupa Bethany. Le sourire d'Henderson s'évanouit. Pardon? On a déjà abordé le sujet. La saisie est déposée. C'est fini. Ceci n'est qu'une formalité de courtoisie. Vous en êtes bien sûr? Lança une nouvelle voix. Henderson pivota. Dans l'encadrement de la porte où il se tenait une seconde plus tôt, se dressait un homme, flanqué de 2 autres, en costume sombre, sévère, et d'une femme tenant une mallette. Cet homme était grand, imposant, vêtu d'un costume bleu marine sur mesure qui valait probablement 20 000 $. Cheveux impeccablement coiffés, mâchoire rasée de près, et ses yeux. Bethany eut le souffle coupé. Elle connaissait ses yeux. Mitch écarquilla les siens. Ed? C'était Ed, mais ce n'était plus lui. Plus du tout. La tristesse usée, l'air abattu avait en disparu, remplacé par une aura de pouvoir absolu, presque effrayante. Le visage d'Henderson, lui, passa de l'arrogance à la confusion, puis à une terreur blanche en l'espace de 3 secondes. On aurait dit qu'il voyait un fantôme, mon... Monsieur Garrick, balbutia-t-il, son porte-document glissant de ses mains et tombant au sol avec un bruit sourd. Monsieur, je ne savais pas. Qu'est-ce que vous faites ici? Edward Garrick l'ignora. Il regarda par-dessus son épaule, son regard se posant sur Bethany. Bethany, Mitch, toutes mes excuses pour cette interruption, dit Edward. Sa voix était la même et pourtant totalement différente. Lisse, cultivée, résonnant d'une autorité naturelle. Monsieur Garrick, articula Bethany, l'esprit incapable de raccorder les 2 images. Je ne comprends pas. Vous êtes Ed. Vous êtes l'homme qui commandait 2 œufs au plat, termina Edward avec un petit sourire sombre. Oui, je l'étais. Et je dois dire, ils étaient excellents. Qui jetait un œil depuis la cuisine, hocha la tête bêtement. Monsieur, je peux expliquer, couina Henderson en ramassant frénétiquement ses papiers. C'est juste une acquisition standard, une petite propriété sur le nouveau bloc de développement. Ce n'est que du business. Que du business, Martin? Répéta Edward, en posant enfin sur lui un regard froid et tranchant. Mon homme, c'est ainsi que vous appelez menacer un homme dans son propre commerce? Insulter son personnel? Lui proposer 5 000 $ pour un bien que nous savons tous les deux être la pièce maîtresse de tout le pâté de maison? Monsieur, je suivais simplement les directives du bureau de Monsieur Bishop. Acquérir à tout prix. Garder les coûts au minimum. C'était le mémo. Henderson transpirait à grosses gouttes, son vernis poli se fissurant à vue d'œil. Le mémo de Monsieur Bishop n'incluait pas, je vous l'assure, de jouer les méchants de dessins animés, répondit Edward sèchement. Vous avez dit à Monsieur Turner que cet endroit était une relique qui devait mourir. Vous avez appelé Madame Price ma petite et fillette. Vous avez représenté mon entreprise, mon nom, avec un niveau de voyou que je trouve consternant. Monsieur, Martin, le coupa Edward. Et vous êtes viré. C'était si simple, si rapide. Vous ne pouvez pas. Je peux, je viens de le faire. Les 2 hommes derrière moi sont de la sécurité. Ils vont vous raccompagner à votre bureau et vous emballerez vos affaires personnelles. Votre indemnité sera de 0. Maintenant, donnez votre mallette à Janet. La femme à la mallette s'avança. Henderson, anéanti, la lui tendit. Faites-le sortir.
m'ordonna Edward. Les agents de sécurité le prirent par les coudes. « Monsieur Garrick, je vous en supplie. »« Ma carrière !» Ils le guidèrent dehors. La clochette tinta. Il avait disparu. Le dîner était silencieux. Edward Garrick se tenait au milieu de la salle. L'homme aux milliards de dollars dans un dîner de quartier. Il se tourna vers Mitch et Bethany, qui s'accrochaient au comptoir pour ne pas tomber. « Monsieur Turner, Madame Price, je suis Edward Garrick, PDG et fondateur de Garrick Global Holdings, et je suis profondément, sincèrement désolé pour ce que mon entreprise vous a fait subir. » Il s'approcha du comptoir, décrocha un stylo de sa veste, prit les documents de saisie tombés du porte-documents d'Henderson et, d'un trait large et décidé, écrivit « Annulé » en travers de la première page. Il signa « Garrick, c'est fini », dit-il en faisant glisser le papier vers Mitch. « La dette est annulée. Le Blue Plate Diner est et restera votre propriété, libre de toute charge. » Mitch regarda le papier. Regarda Edward. Ses jambes cédèrent. Il s'effondra sur un tabouret. Bethany fixait Edward, l'esprit en ébullition. L'homme discret, le manuel, le combat contre Chad, sa question. « Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez du pouvoir ?»« C'était lui, c'était vous, » murmura-t-elle, la voix faible. « Vous nous testiez ?»« Je me testais moi-même, » répondit Edward plus doucement. « J'étais perdu. Mon entreprise, ma vie, tout était devenu stérile, déconnecté. On m'a dit que je ne comprenais pas le monde réel. Alors je suis venu le voir. Je ne m'attendais pas à trouver ça. « À vous trouver, vous !» Il la regarda droit dans les yeux, avec un respect profond. « Votre gentillesse envers un homme que vous preniez pour un clochard. Votre défense face à ce tyran de Chad. Votre caractère, Bethany. Alors que vous aviez toutes les raisons d'être aigri, vous avez été bonne. Alors que vous affrontiez la ruine, vous êtes resté digne. Vous m'avez rappelé ce que signifie vraiment la valeur. » La clochette retentit à nouveau. Un homme entra en trombe, l'air paniqué. « Lawrence Bishop, le directeur général d'Edward. »« Edward, Dieu merci, Robert m'a appelé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que tu fabriques ?»« Ipuntok » Henderson hurle au téléphone. « Tu ne peux pas le virer comme ça. Cette saisie est vitale pour le... » Lawrence s'arrêta net. Il vit le dîner. Vit Mitch, vit Bethany. Et vit l'expression sur le visage d'Edward. « Le pari est annulé, Lawrence. »« Quoi ? Mais tu as tenu la semaine entière. »« Je dis qu'il est annulé parce que j'ai gagné, » répondit Edward. « J'ai trouvé la seule chose dans laquelle notre entreprise de 80 milliards est totalement en faillite. L'intégrité. Quant au projet de rénovation urbaine, il est annulé. » Avec effet immédiat. « Annulé ?» hurla Lawrence. « Edward, c'est un projet à 9 chiffres. Le conseil d'administration va te couper la tête. »« Qu'ils essayent, » répliqua Edward. « Je dissous la division de rénovation urbaine. Nous ne sommes plus dans le business qui détruit des communautés. Nous sommes dans celui qui les construit. » Il se tourna vers Bethany. « Ce qui m'amène à ma proposition. »« Une proposition ?» répéta Bethany, la tête qui tournait. « Ce n'est pas de la charité, » précisa aussitôt Edward en levant la main. « Je vous ai vu étudier, Bethany. Finance d'entreprise avancée, je vous ai vu faire les calculs d'une collecte dans votre tête quand Mitch vous a parlé du prêt. Vous êtes intelligente, vous êtes solide, et vous avez quelque chose que toute mon entreprise n'a pas, une boussole morale. » Il fit un pas vers elle. « Je n'annule pas le projet, Lawrence. » lança-t-il par-dessus son épaule à son directeur général médusé. « Je le pivote. Je crée une nouvelle division chez Garrick Global, l'initiative Garrick Communauté d'abord. Son seul but sera de repérer les petites entreprises, les piliers de quartier comme ce dîner, écrasés par des prêts prédateurs ou l'expansion corporative, et de les sauver. Prête micro, accompagnement, protection juridique. On ne les rachète pas. On investit en eux. » Il reporta toute son attention sur Bethany. « Il me faut quelqu'un pour la diriger. Quelqu'un qui sait ce que c'est d'être de ce côté-ci du comptoir. Quelqu'un qui connaît la différence entre une relique et une maison. Je vous veux, mademoiselle Price. Je veux que vous soyez à la tête de cette division. » Les genoux de Bethany flageolèrent. « Moi, diriger une division, je suis serveuse. Vous êtes l'esprit le plus affûté que j'ai rencontré cette année, » répondit Edward. « Et la seule personne en qui j'ai confiance, pour ne pas en faire
un nouveau centre de profit sans âme. Le poste est bien sûr rémunéré, très bien rémunéré. Nous prendrons également en charge la fin de vos études. Il marqua une pause, la voix plus douce. J'ai surpris votre appel au sujet de votre mère. Le premier acte de l'initiative sera de prendre en charge ses soins médicaux, l'intégralité. Considérez cela comme couvert. Ce n'est pas un cadeau, Bethany. C'est un investissement dans notre nouvelle cadre la plus précieuse. Vous l'avez mérité. Les larmes coulaient sur les joues de Bethany. Pas des larmes de tristesse ou de peur. Des larmes de soulagement pur, écrasant. Oui, murmura-t-elle. Oui, bien sûr, oui. Parfait, sourit Edward. Annette, prenez les coordonnées de Mademoiselle Price. Nous allons lancer la paperasse. À cet instant précis, comme si l'univers avait un sens de l'humour parfait, la clochette retentit encore. Tout le monde se tourna. C'était Chad. Il entra en trombe, le visage rouge de fureur autosatisfaite. « Je le savais », hurla-t-il en pointant Bethany du doigt. « Mitch, je viens de parler à mon avocat. Vous n'avez pas le droit de me refuser l'entrée. Je porte plainte contre tout ce trou à rats pour... » Sa voix mourut. Il vit les costumes, vit Lawrence Bishop, et vit Ed le clochard, désormais vêtu d'un costume à $20,000, qui le regardait avec l'indifférence froide d'un dieu. « Chad », dit Edward, d'une voix dangereusement aimable. Quelle surprise. « Entrez donc. » Chad se figea. « Je... » « Qui... quoi ?»« Vous travaillez chez Precision Sales, n'est-ce pas ?» demanda Edward. « Oui, je suis leur meilleur commercial. »« Était, » corrigea Edward. « Precision Sales a un contrat annuel de $50 millions pour fournir le matériel de bureau à l'ensemble du portefeuille nord-américain de Garrick Global. Un contrat qui, il y a environ 30 secondes, est soumis à révision totale et immédiate. » La tête de Lawrence Bishop pivota brusquement. « Edward, on ne peut pas. »« Si, on peut, » trancha Edward. « Je refuse que mon entreprise soit associée à une société qui emploie des tyrans. Chad, vous êtes venu ici à plusieurs reprises harceler un homme que vous preniez pour pauvre et sans défense. Vous avez insulté une femme qui faisait simplement son travail. Votre comportement était, pour reprendre votre propre mot, pathétique. Dites à votre patron qu'Edward Garrick a personnellement annulé le contrat. Vous devriez peut-être mettre à jour votre CV. » Le visage de Chad devint un masque grotesque d'horreur. Il ouvrit la bouche, aucun son n'en sortit. Il fit demi-tour et sortit en titubant, un homme brisé. Le karma fut instantané. Total Edward se tourna vers la salle. Il regarda Mitch, qui serrait le papier marqué « Annulé » comme un ticket de loterie gagnant. « Mitch, votre dîner a besoin de travaux, » dit-il. « Les banquettes sont déchirées. L'enseigne clignote. Le deuxième acte de ma nouvelle division sera de financer une rénovation complète du Blue Plate. Tout ce qu'il faut, sans contrepartie, sans prêt. Considérez cela comme le salaire rétroactif pour la leçon que vous m'avez tous donnée. » Mitch hocha la tête, les larmes coulant librement. « Merci, monsieur Garrick, merci. » Des mois plus tard, le Blue Plate Diner resplendissait. Nouvelle banquette en sky bleu classique, nouvelle enseigne néon qui ne clignotait plus. Sol briqué. Mais le charme était intact. S était toujours en cuisine. Mitch riait derrière la caisse. Monsieur Peters occupait sa banquette habituelle, la clochette tinta, Edward Garrick entra, en pull décontracté, pas en costume. « Bonjour, Edward », lança Mitch avec un grand sourire. Mitch. Edward se glissa dans son ancienne banquette. Une seconde plus tard, Bethany s'approcha. Tailleur pantalon impeccable, tablette à la main, transformée, confiante, reposée, rayonnante. « Vous êtes en retard pour notre réunion, » dit-elle avec un sourire malicieux. « Je sais, » répondit Edward. « Je passais en revue les retombées Precision Sales. Leur action a chuté de 30%. Ils ont viré Chad. Tant mieux, » répondit Bethany. Elle s'assit en face de lui et ouvrit sa tablette. « Concernant le projet communautaire dans le quartier des entrepôts, j'ai repéré 3 commerces exactement comme celui-ci. Écrasés par le nouveau groupe de rénovation urbaine de l'autre côté de la ville. « Vous adorez ça » observa-t-il. « Je suis doué » corrigea-t-elle. « Et au fait, le nouveau médecin de maman est extraordinaire. Merci. Ravi d'entendre ça. » Un silence de travail confortable s'installa. Finalement, Bethany leva les yeux de sa tablette. « Je peux vous apporter quelque chose ?» Edward Garrick regarda sa nouvelle collaboratrice, sa partenaire dans cette aventure.
Il regarda le diner qu'il avait failli détruire et qu'il avait sauvé à la place. Il sourit. « Vous savez quoi ?» dit-il. « Je vais prendre 2 œufs au plat et un café noir. » Le sourire de Bethany s'élargit. Elle n'écrivit même pas la commande. « Ça arrive tout de suite. Ce que nous venons de voir n'est pas seulement l'histoire d'un homme riche qui apprend une leçon. C'est l'histoire du pouvoir incroyable et discret de la dignité. » Bethany ne savait pas qu'un milliardaire l'observait. Elle a défendu Ed parce que c'était la chose juste. Elle a tenu tête au tyran Chad et au vautour Henderson, non parce qu'elle pensait gagner, mais parce que son intégrité n'était pas à vendre. Cette histoire nous montre que le caractère, ce n'est pas ce qu'on est quand le patron regarde. C'est ce qu'on est quand on croit que personne ne regarde. La vraie valeur n'est pas sur un compte en banque. Elle est dans la façon dont on traite la personne qui ne peut rien nous apporter. Qu'avez-vous pensé du courage de Bethany ? Avez-vous déjà vu quelqu'un se lever pour défendre un inconnu comme elle l'a fait ? Dites-le-moi en commentaire. Si cette histoire vous a touché, likez, partagez avec quelqu'un qui a besoin de la voir. Et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires vraies qui vous inspireront. Merci d'avoir regardé.